prévention du vieillissement et protection des cancers. Donc quand on atteint un certain âge, ça ne paraît pas assez prudent de faire ce jeûne intermittent. Ça permet aussi de lutter contre l'insulinorésistance et d'éviter l'évolution vers les diabètes. Mais manger sur un seul repas, c'est trop léger. Ça me paraît un petit peu difficile, puis on ne peut pas équilibrer. Il faut qu'à chaque repas, vous ayez, ça c'est la macronutrition, la nutrition des cellules. Il faut qu'à chaque repas, vous ayez des protéines, des glucides, des lipides. Les protéines, il y a deux sortes de protéines, des protéines animales et des protéines végétales. On a tendance, quand on pense protéines, à parler surtout protéines animales et à en mettre à tous les repas, et ça c'est une erreur. De plus en plus, on dit qu'il faut 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales. Ce qui veut dire que si on est sur 2 repas, par exemple, si le matin, ce qui est judicieux, vous mettez des protéines animales, à midi, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous me disiez tout à l'heure, haricots rouges, riz, poulet, ça, beaucoup de gens, malheureusement, mangent comme ça. Quand vous mettez haricots rouges, riz, vous avez déjà des protéines végétales. Si vous rajoutez du poulet, vous avez des protéines animales. Et puis, j'ai pas de fibres, Voilà, donc ça, c'est une erreur. On peut aussi, si on mange le midi et le soir, par exemple, manger des protéines animales à midi et le soir, éviter de manger des protéines végétales, c'est-à-dire faire des soupes, des salades, des choses comme ça. Et une chose qui est très importante aussi, c'est que on a parlé avec Christiane des micronutriments. Les micronutriments, c'est quoi? C'est toutes ces vitamines, ces oligo-éléments et ces cytochromes B450, tout ça, qui permettent, si vous voulez, de fabriquer l'énergie qui est au niveau de chacune de nos cellules, donc au niveau de chacun de nos organes. Et cette énergie est absolument importante. Et si vous manquez de micronutriments, effectivement, vous allez avoir du mal à faire travailler tout ça. Donc ces micronutriments, on les trouve effectivement beaucoup dans les végétaux. On en a parlé tout à l'heure, en particulier au niveau des légumes, comment on appelle ça, des épices, et puis au niveau des légumes locaux. Voilà. Le premier conseil nutritionnel qu'on donne actuellement, c'est quoi? C'est l'huile. Qu'est-ce que vous consommez comme huile? Huile d'olive, huile de colza noire, uniquement de l'huile de coco. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une histoire d'examen dans l'huile là maintenant, donc c'est un peu compliqué de consommer de l'huile. Moi, je ne sais plus où donner la tête. Vous n'en consommez pas alors? C'est compliqué en fait. Qu'est-ce que c'est l'hexane? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler. Oui, c'est en fait un dérivé du pétrole qu'on utilise pour pouvoir extraire les dernières gouttes d'huile, par exemple, dans le tournesol. Oui, mais ça, c'est dans des huiles frelatées, c'est pas dans des bonnes huiles. C'est dans toutes les huiles du commerce. Non, mais pas Dans toutes les huiles? Non, c'est uniquement dans les huiles à graines, les huiles provenant de graines. Pour pouvoir extraire justement l'huile des graines, ils mettent justement ce qu'il faut se procéder, le colza, surtout tournesol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile est extrêmement importante. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on consomme en Martinique de l'huile de tournesol. Le problème de l'huile de tournesol, c'est que ce sont des oméga 6. Les oméga 6, vous le trouvez dans le maïs aussi. Le poulet que vous avez acheté, il vient du supermarché, il était nourri au maïs. Ils sont tous nourris au maïs, les poulets. Les bovins, les animaux d'élevage sont nourris au maïs. Donc vous avez quoi? Prenez l'huile de tournesol riche en maïs. Vous pouvez consommer aussi de l'huile de poulet, les œufs qui sont pleins d'oméga 6. Vous consommez la viande pleine d'oméga 6. Donc vous avez du coup une surcharge en oméga 6. Or, il y a un rapport qui est très important. Dans les acides gras, il y a 4 sortes d'oméga. Oméga 12, oméga 9, oméga 6, oméga 3. 95% de la population a des carences en oméga 3. 95%. Or, les oméga 3 sont extrêmement importants parce qu'ils favorisent la flexibilité des membranes. C'est-à-dire qu'ils favorisent la souplesse de vos parois artérielles. Ils favorisent aussi la souplesse des neurones. Donc, si vous manquez d'oméga 3, vous allez avoir ce qui se passe actuellement en Martinique, c'est que vous avez les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde qui sont pléthores. Vous avez la maladie d'Alzheimer qui atteint un niveau extrêmement important. Donc, il est très important d'avoir un apport en oméga 3 qui soit suffisant et actuellement, c'est l'huile de colza qui est préconisée.
L'huile de colza, prenez-la bio, si vous voulez, pour pallier à cet écueil, en bouteille en verre. Mettez-la au réfrigérateur, elle ne tolère ni le soleil ni la chaleur. Mais la quantité est importante aussi. Pour une femme, c'est 2 cuillerées à soupe tous les jours. Ce n'est pas seulement dans la vinaigrette, hein. La bouteille d'huile doit être sur la table, on en met dans la soupe. Alors, si je comprends bien, Comment? il faut en prendre. Oui, il faut en prendre. L'huile de colza, tous les jours, 2 cuillerées à soupe. Si vous aimez l'huile d'olive, on peut faire un complexe colza-olive. Et à ce moment-là, c'est 3 cuillerées à soupe par jour. Donc ça, c'est les oméga 3 végétaux. Très important, on le trouve aussi dans les cerneaux de noix, les noix de France, les noix de Grenoble, dans les noix du Brésil aussi. On trouve dans le pourpier. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que chacun nourrisse ses poules avec du pourpier. C'est ce qui se passait dans l'île de Crète. C'est pour ça qu'on avait parlé du régime crétois. C'est que dans l'île de Crète, elle était couverte de pourpier. Donc les poules mangeaient du pourpier, les cabris mangeaient du pourpier, les poissons dans les rivières mangeaient du pourpier. Donc il y avait un haut niveau d'oméga 3. C'est pour ça que dans ce pays-là, vous aviez une mortalité largement moins importante qu'ailleurs, en particulier au niveau cardiovasculaire, au niveau des cancers et tous ces niveaux-là. Donc moi je pense qu'effectivement, comme le disait Christiane, il faut absolument qu'on favorise le courpier, nous-mêmes en mettre si vous voulez dans des salades, mais aussi en donner aux poules de manière à avoir des œufs qui soient beaucoup plus riches en... Ça, c'est le premier conseil nutritionnel. L'huile de coco, moi, je me méfie. L'huile de coco, tout le monde a suffisamment d'oméga 9. L'avocat est très riche en oméga 9. Alors, si vous mettez l'huile de coco plus des avocats, vous risquez d'avoir un surplus d'oméga 9. Ce n'est pas non plus souhaitable. Donc, bon, l'avocat, le coco, un petit peu. L'eau de coco, par contre, il n'y a pas de problème. Il y a des différences depuis une dizaine d'années qui viennent du fait qu'on s'est mis à travailler sur le microbiote. Le microbiote, c'est donc ce qu'on appelait la flore intestinale, c'est 40 000 milliards de bactéries vivantes. On a 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Or, pour être en bonne santé, il faut que notre microbiote soit en bonne santé. Or, actuellement, le microbiote des personnes dans les pays occidentaux, il est malade, il est en mauvaise santé. Alors que vous avez des pays où il y a encore des populations qui vivent sur un mode ancestral, qui ont un très bon microbiote, en particulier les Hadza en Tanzanie. C'est un groupe de 300 Bushmen qui consomment donc des tubercules, des fruits de baobab, ils consomment aussi de la viande crue. Ils ont un très bon microbiote. Donc je n'ai pas dit qu'il fallait manger comme ça. Mais en tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que nous qui consommons beaucoup de plats ultra transformés parce que c'est plus pratique, on achète ça dans les grandes surfaces, on achète ça tout fait, ben ça c'est très mauvais. Donc il faut essayer de se remettre à la cuisine à partir de choses simples. Et actuellement en Martinique, il y a une population qui se porte très bien. C'est qui? Une population en Martinique qui se porte très bien. Pas que. Les centenaires. Les centenaires, eux, ils ont un bon microbiote. Et comment est-ce qu'ils mangent les centenaires? Ils ne vont pas au supermarché. Hein. Ils ne font pas de tarte ou de quiche ou de gratin. Cette histoire de faire des tartes, des quiches, des gratins, d'abord c'est ultra transformé. En plus, quand on les achète, c'est pire parce qu'il y a plein de sel, il y a une mauvaise huile, enfin bref. Non, ils mangent de manière très sobre. Le matin, c'est quoi? Thina, morue, concombre. Ça peut être une omelette à l'oignon pays. C'est le matin, les restes du repas de la veille. Blaf, légumes, pays, salade. Le midi, c'est ça la plupart du temps. Le dimanche, ils mangent la viande. Et le soir, c'est la soupe. La soupe. Il faut revenir aux soupes. On a oublié les soupes. Il faut revenir aux soupes. Les soupes, c'est les fibres dont parlait Christiane. Voilà. Il faut qu'à chaque repas... Ah, on est d'accord. C'est ça le plus difficile. Je suis d'accord. Oui, ben, tout à fait. Et oui. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir, avoir son circuit et trouver des... Regardez le giromont. Alors là, vous m'avez parlé carottes et giromont. Alors c'est pas une bonne idée, carottes et giromont au même repas. Pourquoi? Parce que c'est des caroténoïdes. Donc vous avez un surplus de caroténoïdes. Moi, si je fais carottes râpées en entrée de repas, à midi, je vais peut-être plutôt mettre des gombos ou des épinards. Ben, il faut se débrouiller. Il faut prévoir ça.
Oui, mais non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que à la fin du mois, si vous reste des lentilles, c'est un excellent aliment. Si vous mangez des haricots rouges, c'est un excellent aliment. En plus, c'est un prébiotique, un aliment pour nos bactéries intestinales. Le problème, c'est la préparation. Comment vous les préparez? Comment vous préparez les lentilles ou les haricots rouges? Non, alors là, je fais cuire juste avec de l'eau, parfois avec quelques petits légumes verts dedans, ça dépend des jours. Vous avez, Je mets des épices. vous avez dans les légumineuses, c'est-à-dire lentilles, pois d'Angole, haricots rouges, haricots blancs, qui, je le répète, sont des protéines peu chères. Ce sont des prébiotiques, des aliments pour nos bactéries intestinales. Elles ont énormément d'intérêt, riches en vitamine B9, on a vu entre autres. Vous avez des antiprotéases, dans les céréales aussi. Les antiprotéases sont des molécules qui s'opposent à la digestion par les enzymes pancréatiques. Je vais vous faire un petit dessin quand même, ça sera mieux. La digestion, elle commence par la bouche. D'accord? Et là, vous avez des enzymes. Et ensuite, vous avez l'œsophage. On arrive dans l'estomac. L'estomac, c'est le mixeur. Dans l'estomac, vous avez la pepsine, qui est une... là, vous avez les amylases. C'est pour ça que c'est pareil, la période de mastication est très importante, on mange trop vite. Il faut mastiquer longuement de manière à réduire les aliments purés et les absorber une fois qu'ils sont réduits en purée. Il ne faut pas les avaler comme on fait très souvent. Vous avez l'œsophage. L'estomac, c'est le mixeur. Hein. Il mixe tout et la pepsine travaille beaucoup aussi au niveau des féculents. Ensuite, vous avez l'intestin grêle. Il fait 7 mètres de long, l'intestin grêle. Hein. Arrive dans l'intestin grêle les enzymes pancréatiques. Les enzymes pancréatiques, elles vont décomposer tout ce qu'on appelle féculents ou carbohydrates fermentés cibles, c'est-à-dire les composés du sucre. Vous avez ensuite les acides biliaires qui, eux, attaquent les protéines animales. Donc les viandes, les poissons, les œufs, tout ça. Les œufs, il faut faire attention, il ne faut pas manger 2 œufs tous les jours. Hein. Normalement, c'est 6-7 œufs par semaine, hein. Pas plus. Par semaine? Par semaine. 6? Oui, 6 ou 7. Si vous en mangez 12 par semaine, vous avez un risque de NASH, c'est-à-dire non-alcoolique stéatosis hépatitis, qui peut donner des cirrhoses. Une fois qu'on est arrivé là, on arrive dans le côlon. Le côlon, c'est voilà, un U renversé. Et c'est dans ce côlon que siège le microbiote. Et là, à ce moment-là, vous avez là les bactéries intestinales qui vont continuer le travail de décomposition des aliments pour les ramener à leur valeur la plus simple. Et on va avoir au bout du compte ce qu'on appelle des acides. Voilà. Des composés qui vont être importants au niveau déjà du métabolisme, hein, c'est-à-dire qui ont une action anti-diabète, anti-obésité, ce sont les acides gras à courte chaîne qu'on appelle. Ces acides gras à courte chaîne ont un intérêt donc tout ça pour vous expliquer l'intérêt d'avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. Donc au niveau de chacun des repas, les acides biliaires, hein, c'est là qui viennent à la fois au niveau de l'intestin grêle et qui permettent, si vous voulez, c'est ce qu'on a vu avec Christiane, d'éviter, si vous voulez, qui normalement sont réabsorbés hein, quand il n'y a pas suffisamment de fibres. Donc si vous voulez des repas où vous n'avez que des féculents avec de la viande ou du poisson, comme ça se fait très souvent en Martinique à l'heure actuelle, moi je suis arrivée il y a presque 40 ans en Martinique, on mangeait comme mangent les centenaires, hein. On mangeait comme ça. Et là ça a complètement changé, on s'est mis à manger... Il y a des raisons pour ça. Hein. Je veux dire, il y a eu le modèle américain. Moi, je suis arrivée, il y avait 2 supermarchés. Il y avait Cora à Cluny et puis il y avait au Lamentin Lancry. Voilà. Il y avait que ça. Et les rayons
fromage c'était vraiment à pleurer. Il y avait 2 vieux fromages qui se battaient entre elles. Maintenant, vous avez des choses, c'est très appétissant et tout, oui, mais voilà. Donc, si vous voulez, on a vraiment changé, et malheureusement, on a changé dans le mauvais sens. On mange énormément de plats ultra transformés dans lesquels vous avez des E 450, des E 560, enfin des choses qui sont, sans compter les mauvaises huiles et tout ça. À l'heure actuelle aussi, ça c'est un gros problème, on mange énormément de choses à base de blé et de lait. Alors, le lait animal, il est fait pour le veau, il n'est pas fait pour nous. Lait fermenté, je veux bien. Yaourt, oui, c'est possible. Hein, parce que c'est fermenté, ce sera beaucoup plus digeste. Mais le lait, non seulement on ne le digère pas, donc il va irriter la muqueuse intestinale et créer une inflammation, mais en plus de ça, il est bourré d'hormones de croissance. Le veau, à la naissance, fait 50 kg. 6 mois après, il fait 300 kg, avec le lait de la mère. Les hormones de croissance sur un organisme adulte, elles vont nourrir nos cellules bactériennes, nos cellules cancéreuses. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on n'a aucune cellule qui a besoin de croître quand on est à l'âge adulte. Donc, manger 3 à 4 produits laitiers par jour, c'est une erreur. Par contre, un yaourt, du lait fermenté, je veux bien fromage de chèvre ou de brebis. C'est vrai que le lait de chèvre, il y a beaucoup moins d'hormones de croissance, il y en a quand même. Donc, fromage de chèvre ou de brebis, ça c'est possible, un petit peu, yaourt aussi. Le blé, pourquoi est-ce que le blé est un mauvais aliment à l'heure actuelle? Parce qu'on mange beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on mange à base de farine de blé? Oui, et puis? Les pâtisseries, toutes les pâtisseries. Tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est tarte. Exactement, tarte salée, tarte sucrée, le couscous, la semoule, le pain, les pâtes, les premiums, les biscottes, tout ça c'est du blé. Et le blé, premier inconvénient, il a muté. C'est-à-dire que le blé, il y a 80 ans, contenait 12 ou 15% de gluten, maintenant c'est 30 à 40%. Nos enzymes pancréatiques, donc, qui sont capables de dégrader le blé, elles mutent en 50 000 ans. Donc elles sont incapables de dégrader le blé actuel. Deuxième chose, le blé est un OGM. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Organismes génétiquement modifiés. Un champ d'un hectare de blé dans la région d'Amiens, il y a 60 ans, donnait 40 quintaux de blé. Actuellement, ça donne 90 quintaux de blé. Il y a non seulement des pesticides, non seulement des insecticides, non seulement des boosters de croissance, vous avez des trucs pour tuer les coquelicots et même des raidisseurs de graisse, de tiges du moins. Raidisseurs de tiges. Donc si vous voulez tout ça, c'est dans le blé. Or, on continue à s'acheter des sandwichs, on continue à se manger des pâtes. Et pas tout le monde mange ça. Les jeunes, ils mangent que ça. Attends, faut arrêter quoi. Ben, tout ça. Hein. Le riz aussi. Non, le riz c'est une autre céréale. Le blé est une céréale, le riz est une autre céréale. Et le riz n'a pas muté. Le riz n'a pas été soumis à toutes ces modifications. Donc le riz, il y a d'autres problèmes. Mais sinon, c'est une très bonne céréale, le riz. Ah ben, Alors oui, il faut, si vous voulez, manger des pâtes au petit épeautre. Le petit épeautre étant l'ancêtre du blé. Vous avez des pâtes au riz quinoa, vous avez des pâtes à la farine de lentilles, vous avez des pâtes... il y a des soba qui sont des pâtes japonaises à base de sarrasin. Il y a un peu de blé, mais il n'y en a pas beaucoup. D'une manière générale, essayez de prendre plutôt... Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé là dernièrement à propos du cadmium. Donc je ne sais pas si vous avez vu ça, on a une explosion, tant en France qu'ici, de cancer du pancréas. Le cadmium est mis en cause. Le cadmium est un élément des pesticides. Or, tout ce que vous achetez dans les supermarchés ou ailleurs, ça pousse dans des champs qui sont arrosés de pesticides. Donc on parle du blé, on parle de même les légumineuses, les lentilles et tout ça, c'est arrosé de pesticides. Les légumes aussi, les légumes verts. Il ne faut pas manger les lentilles, les haricots, tout ça. Si, mais vous les mangez bio. Parce que dans les magasins bio, même s'ils ont un peu de pesticides, il y en a 10 fois moins que... Voilà, donc il faut les prendre bio. Hein. Pareil, si vous mangez du pain au levain, il vaut mieux le prendre dans un pain complet bio au levain, il vaut mieux, ou alors du pain multicéréal bio au levain, ça c'est possible. Il y en aura toujours beaucoup moins. Quand on parle du pain complet, Ben, c'est du blé.
Ah, c'est pire que ça parce que complet, ça veut dire que c'est l'enveloppe de la graine qui est là. Et c'est elle qui concentre les pesticides. Donc le riz complet, Le riz n'a pas de problème. j'ai déjà mon soin. Bah, disons que le riz n'a pas été soumis. Il vaut mieux le prendre bio là aussi, je suis d'accord avec vous. Il vaut mieux le prendre bio de toute façon, sinon il y a quand même des pesticides. Non, mais on va chercher à l'extérieur riz, Ouais. semoule. Alors qu'on a la farine de manioc. Alors voilà, alors ça, Bien sûr, il faut qu'elle soit. alors, Alors, il faut qu'elle soit saine, mais nos grands-parents, ils mangeaient que la farine de manioc. Hein. alors je vais parler ici pour rebondir sur ce que vous dites. On va parler d'ici. C'est vrai que les céréales ont quand même un atout. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous avez raison, on a ici beaucoup de choses. Alors je vais vous parler des prébiotiques. Qu'est-ce que c'est que les prébiotiques? C'est les aliments des bactéries. Donc je reprends. On a tous un microbiote malade. Là, je pense à un, comment ça s'appelle, un microbiologiste, donc un scientifique en microbiologie canadien, qui a fait son microbiote au Canada avant de partir. Et il était malade, évidemment. Il est allé 8 jours chez les Hadza, donc en Tanzanie. Il a mangé comme eux, hein, les graines de baobab, la viande crue. Il est revenu, son microbiote était sain. Ça va très vite, les microbiotes. Hein. Donc, si vous voulez, il y a des... Oui, en 8 jours. Il y a des aliments qui sont extrêmement importants pour le microbiote. Et si vous voulez, souvent, les diététiciennes, elles parlent des aliments importants pour les cellules humaines, mais elles ne parlent pas, parce qu'elles ne connaissent pas, les aliments riches pour le microbiote. Alors, quels sont ces aliments-là? Il y a ce qu'on appelle les amidons résistants. Amidon résistant, c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est quand vous mangez des pâtes, alors on a dit plutôt on évite de les prendre au blé, quand vous mangez du riz, quand vous mangez des patates douces, quand vous mangez des lentilles ou des haricots rouges. Si vous les mangez tout de suite après les avoir fait cuire, vous les mangez, ça va vous apporter assez peu d'amidon résistant, ça va être assez peu intéressant pour vos bactéries. Par contre, si vous les mettez au réfrigérateur et que vous les mangez le lendemain matin, vous avez vu, c'est un peu gluant. Et cette glu, c'est une protection par rapport aux enzymes pancréatiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens sur mon truc précédent. Hop! Quand le riz va passer ici, les lentilles aussi, les haricots rouges ou bien les patates douces, elles ne vont pas être attaquées par les enzymes pancréatiques, donc elles vont arriver intactes au niveau du gros intestin. Et là, elles vont nourrir directement les bactéries intestinales. Donc, ne faites pas recuire le riz, essayez de manger peut-être tiédi à la vapeur si vous voulez, ou quelque chose comme ça, ou mangez-le froid, des salades de lentilles froides, c'est très bon aussi. Hein. Alors ça, c'est une chose qui est importante. Amidon résistant, je reprends, donc on a légumineuses, alors préparation des légumineuses, trempage, et même pour les haricots, moi jusqu'à il y a 20 ans, je ne pouvais même pas manger une lentille, c'était pas possible. Maintenant je mange tout, haricots rouges, tout, n'importe quoi. Mais il faut les préparer, il faut se débarrasser de ces antiprotéases. Trempage. Lentilles, pois cassés, tout ça, ça peut être 12 heures, ça dépend, ça peut être 5 heures pour les personnes qui tolèrent bien. Haricots rouges, pois chiches, tout ça, trempage plus bicarbonate. Avant de cuire. Ah, Oui, ça, je les pois d'Angole aussi. Ah oui, pour les haricots, ah oui. la bicarbonate. Moi, je le mets dans mon eau de trempage. Et je la remets dans la première eau de cuisson. Ensuite, vous les rincez. Et moi, les pois chiches, je les fais tremper même 48 heures. Hein. Les haricots rouges, 24 heures, j'hésite pas. Ensuite, je les fais tremper, je les rince. Je fais une première cuisson. Je fais bouillir pendant peut-être 3-4 minutes pour les lentilles, 4-5 minutes. Je rince et je cuis dans une deuxième eau. Haricots rouges et pois chiches, haricots rouges, surtout haricots blancs, je les fais tremper à peu près, j'ai fait cuire à peu près 10 minutes en première cuisson. Et même des fois, je remets du bicarbonate. Je rince et ensuite, je fais cuire dans une deuxième eau. Avec un oignon piqué de 3 clous de girofle. Pourtant, les clous de girofle, le bois d'Inde, toutes les épices, et puis aussi l'ail. Mettez beaucoup d'ail. Hein. L'ail permet, je le mets même avec la peau, hein. L'ail permet effectivement de se débarrasser de ces antiprotéases. Et là, vous avez une digestion qui est très bonne. Donc, oui, oui. Et c'est vrai que les légumineuses, combien de fois par semaine vous en mangez?
Une fois par semaine? Vous m'avez demandé tout à l'heure, dans ma soupe, il y avait des pois chiches. Vous m'avez demandé s'il y avait Bah moi j'ai la chance d'habiter dans un endroit où l'eau du robinet est pas mal. J'ai regardé, j'habite à Casse-Pilote. Et quand j'ai vu comment était l'eau, j'ai dit, bah, il n'y a pas de problème. Moi, je prends de l'eau du robinet. Ça dépend un peu. Bah, on va reparler de ça tout à l'heure. Là, je vais finir sur ce que je fais. Voilà. Dites-moi, pour les légumineuses, quand on les prépare, on les mange, quand vous nous conseillez de les garder au frigo. Le fait de les garder au frigo permet de développer cette glu qui va permettre de résister à l'attaque des enzymes pancréatiques. Mais on ne mange pas des haricots froids. Il faut les réchauffer. Vous faites les réchauffer, soit moi ce que je fais souvent, je les fais mais tièdes, il ne faut pas les faire recuire, c'est ça que je veux dire. Donc vous les faites réchauffer, moi je le fais souvent dans mon cuve vapeur, je mets là. Et Voilà. moi ce que je fais, par exemple si je fais 500 grammes de haricots rouges par exemple, je coupe en 3, la première partie on mange le jour même, et je fais 2 boîtes que je mets au frigo. C'est ça qu'il faut faire. Congèle, pardon. C'est ça qu'il faut faire. Pour ne pas être toujours en cuisine, il faut faire ça. Excusez-moi, mais on a une problématique chez nous aujourd'hui, c'est que on dit que sauf les haricots ne sont pas crevés. C'est le terme qu'on indique. Et moi, les miens sont crevés. Les miens sont crevés. Ah oui, exactement. Raison de plus, Surtout quand tu les fais tremper. je l'ai fait exactement. Ça pose aucun problème. Mais par contre, vous ne pétez pas. Ouais. C'est quand même un avantage. Voilà. Donc les légumineuses, moi je pense qu'il faut manger 3 fois par semaine. Rappelez-vous, ce sont des protéines végétales. Ce sont des protéines végétales. Ce sont des protéines végétales d'excellente qualité. Dans les années qui vont venir, on va voir la misère. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les supermarchés comme ils sont actuellement, ce ne sera pas comme ça dans les années qui vont venir. Donc ça, il faut le prévoir. Vous avez l'exemple de Cuba. Cuba, ils se sont nourris de haricots noirs et de riz pendant des années. Ce sont d'excellentes protéines. De toute façon, on mange trop de viande. Alors, quand on dit que le riz, il ne faut pas le mettre au réfrigérateur et le manger à nouveau le lendemain. Comme quoi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a effectivement, je vous dis, cette glu qui permet que le riz soit amidon-résistant. Au niveau des pois chiches, j'ai tendance ces jours-ci à inclure les pois chiches beaucoup dans mon alimentation. Oui, très bien. Alors moi, les pois chiches, je les fais tremper 48 heures. Et avec du bicarbonate. Et ensuite, je les prends et je les passe sous l'eau et j'enlève toutes les petites peaux. Parce que c'est ça qui est indigeste. Voilà, c'est ce que je fais. Bon, ça, chacun fait comme il veut. Donc, vous avez donc dans les amidons résistants les légumineuses. Vous avez l'intérêt aussi des légumineuses, je parle aux femmes, à partir de 50 ans, les ovaires ne marchent plus, elles n'ont plus de phytoestrogènes. Les légumineuses sont des phytoestrogènes. Donc c'est pas mal, moi aussi j'en mange au moins 4 ou 5 fois par semaine. J'en ai presque tous les jours, moi le soir souvent, avec des soupes. Si vous avez mangé des lentilles à midi, il en reste le soir, vous les mixez, vous les mélangez à votre potage, c'est excellent. Pareil pour les haricots rouges, essayez, vous allez voir, c'est très bon. Ah oui. Ah ben c'est très très bon, vous allez voir. Et si je comprends bien, si on prend les haricots rouges le midi, Oui. on n'a pas besoin de viande avec. Alors, surtout si vous faites haricots rouges riz ou haricots rouges quinoa, parce que là, vous avez presque tous les acides aminés. Par contre, il ne faut pas non plus faire d'exclusion des protéines animales parce qu'on en a besoin. Elles ont des acides aminés essentiels qu'on ne trouve pas dans les autres. Mais c'est vrai que si vous avez à midi, moi ça m'arrive des fois à midi de manger haricots rouges riz, le soir par contre je vais mettre des sardines ou je vais mettre du poisson. Et si on mange les haricots rouges le midi, c'est pas la peine de manger du riz avec, on n'a pas besoin de riz. Si, parce que haricots rouges plus riz, c'est-à-dire légumineuses plus céréales, vous avez presque tous les acides aminés. Il en manque 5 ou 6 qui sont contenus dans les viandes. Donc un repas, si vous voulez, avec haricots rouges riz ou avec lentilles riz, effectivement, ça peut suffire. Si le repas suivant ou le repas d'avant, vous avez des protéines animales. C'est ça qu'il faut voir. Mais c'est vrai qu'il faut diminuer les protéines. Moi, je vois des gens, mais c'est l'horreur. Je vois même des gamins, des enfants de 12 ans qui mangent un steak à midi et le soir. J'ai vu ça, côte de bœuf, midi et soir. Mais oui, ça se voit.
C'est vraiment incroyable, quoi. Mais ma grande tristesse, moi, c'est qu'on ne trouve plus de poids d'Angole. Et vous voyez, le poids d'Angole, il semblerait que ce soit une supérieure aux lentilles. Ouais. Bien super. Oui, J'aurais bien aimé trouver ah, ça se plante, hein. Moi, j'en avais planté chez moi. Malheureusement, c'est tous les oiseaux qui s'en sont nourris. Moi, j'avais pas le temps de m'en occuper. Mais sinon, ça pousse très bien, hein. Ça pousse très très bien les pois d'Angole. Les haricots rouges aussi, hein. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est bien. Ouais. Rappelez-vous, c'est riche. Alors, tout ce qui est légumineux, c'est très riche en vitamine B9. On a vu avec Christiane à quel point c'était important. Alors, vous avez les céréales. Alors, les céréales, c'est vrai qu'ici, on n'en a pas. C'est pour ça que je parle du riz. L'avoine est très intéressant, les flocons d'avoine. C'est des bêta-glycanes et c'est très intéressant pour nourrir nos bactéries intestinales. Hein, donc, flocons d'avoine, ça c'est bien. Et puis, vous avez, là je suis d'accord avec vous, les racines. Donc, effectivement, le manioc, c'est une racine. Les patates douces, dachine, igname, tout ça, c'est excellent. Oui, tout à fait. Et vous avez la banane verte, le thym. La banane verte, c'est un excellent prébiotique. Hein. Moi, en ce moment, il y en a plein, j'en mange à tous les repas. Donc ça, si vous voulez, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore? Comme le fruit à pain aussi, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est que quand ils faisaient cuire le fruit à pain, un peu comme on a dit pour les légumineuses, pour ne pas être gonflé, avoir des gaz, on mettait la peau à cuire au-dessus et ça cuisait à la vapeur, ou bien des feuilles de Christophine, du pourpier, d'accord, ok. Ou des épinards par-dessus pour recouvrir, on faisait tout à fait. la vapeur. Et ça permettait de ne pas avoir de gaz. De gaz, oui. Mais il y avait une connaissance incroyable chez les anciens qu'on a perdue. Hein, c'est fou, ça. Parce que, voilà, parce que manger des haricots rouges avec la cocotte minute, elle ne règle absolument pas le problème. Hein. Pour ça, si vous ne faites pas les étapes dont j'ai parlé. Hein. Alors, vous avez les fructanes. Alors, les fructanes, c'est quoi? Là aussi, on va voir l'intérêt. Les fructanes, eh ben, c'est les poireaux, c'est l'oignon, c'est l'ail, c'est l'oignon pays. Hein. L'oignon, c'est excellent. Hein. C'est un oignon pays. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des aliments pour nos bactéries intestinales et c'est aussi très très riche en allicine, on a vu pour l'ail, en quercétine pour l'oignon. Hein. C'est vraiment un anti-infectieux, des polluants, donc un intermédiaire très important dans les processus d'oxydation, de transformation au niveau hépatique. Et donc, alors pareil, il faut que l'oignon pays est poussé sur des terrains non chlordéconés, on retombe toujours là-dessus. Hein, donc ça, c'est vraiment et puis les bêta-glycanes, donc c'est surtout l'avoine. Ça, voilà, ça c'est vraiment les aliments du microbiote. Les bêta-glycanes, c'est surtout l'avoine, le blé, bon je ne le mets pas parce que, ou alors si du blé bio si on veut. Voilà. Donc ça c'est important. On a parlé des oméga 3, les oméga 3, on a parlé des oméga 3 végétales, c'est-à-dire le pourpier, on a vu les noix, on a vu aussi l'huile de colza. Maintenant, il faut parler des oméga 3 animales. Oméga 3 animales, c'est les petits poissons gras des mers du Nord. Sardines, maquereaux, harengs. Hein, le hareng sort, on fait beaucoup de harengs en Martinique, là, de souscaille de hareng, ça c'est bien. Hein. Et sardines et maquereaux. Le thon, il est plein de mercure. Hein, donc c'est à éviter. C'est contre-indiqué d'ailleurs chez les femmes enceintes, hein, le thon. Le thon en boîte, je vois beaucoup de personnes qui font des tartes au thon. Non, mettez des sardines, mais pas du tout. On peut très bien faire des tartes avec effectivement la farine de manioc. Pareil, mais si ça vient du Lorrain, qui vous dit que le manioc est sain? Sans chlordécone. Il y a de la farine de manioc qui vient de comment ça s'appelle avant le carbet là? De Bellefontaine, ça oui, j'aurais plus confiance dans celui-là. Hein. Oui, Bellefontaine.
n'est pas dit que le Qu'il manioc soit issu de là. Voilà, Parce exactement. que mes parents ont intérêt en cet esprit. Et ma maman vendait du manioc pour ces gens-là. Ah oui, c'est ça. Donc, il n'est pas dit que parce que Oui, mais est-ce que... pas une exploitation qui puisse leur fournir. On est tout à fait d'accord, mais justement, c'est ça aussi le risque. Est-ce qu'ils ne vont pas non plus chercher ailleurs dans des... C'est ça. On est... Tant qu'on n'aura pas légiféré là-dessus... Pain de manioc de Marigal en 100% sans problème. Ah oui, je pense. Je pense, il n'y a pas de problème. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'il soit non seulement en autosuffisance Ouais, ouais. au niveau du manioc, en production autosuffisante. Oui, tout à fait. En fait. C'est ça. Tout à fait. Sinon, il y a la farine de banane aussi. Il faut savoir que les bananes aussi transmettent le chlordécone. Hein. Contrairement à une idée reçue, on pense que c'est pas vrai. Si, vous avez le bananier n'est pas un arbre. C'est pas un arbre, c'est une herbe. Et d'ailleurs, je crois que sur les régimes qu'ils envoient en France, ils enlèvent la première patte. Donc, il faut savoir d'où ça vient. J'ai un de mes patients qui est du côté de Sainte-Marie, qui s'occupe de bananes. Et il fait très attention à son alimentation et tout. Bon. Et puis, on voit tout d'un coup que son taux de chlordécone est élevé. Il est à 0,60. Il dit, je ne comprends pas pourquoi. Je l'interroge et tout, on regarde, et il mange des bananes. Il me dit, oui, j'ai vu une diététicienne de la CTM, elle m'a dit que je pouvais manger des bananes. Mais j'ai dit non, surtout pas à Sainte-Marie. Et alors, du coup, il me dit, c'est ça. J'ai un autre patient aussi qui avait un taux de chlordécone élevé. On a réussi à le baisser. Vous verrez avec Alix comment on fait pour le... Il se retrouve, il avait 0,80 lui aussi, il se retrouve à 0,00, parfait. Et puis là, je l'ai revu il y a 8 jours, le chlordécone est remonté. Je lui dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? On regarde et tout, et pourtant je fais attention et tout. Oui, mais de temps en temps, il va manger au restaurant. Puis il aime bien la langouste. Il avait mangé la veille des... Qu'est-ce qu'il avait mangé la veille? Il avait mangé un poisson côtier, c'est pareil les poissons côtiers. Josiane pense actuellement qu'une des sources de contamination les plus importantes, c'est les œufs et les poissons. Les poissons, vous avez la côte, tous les poissons côtiers sur la côte atlantique, enfin du côté des bananes, qui sont infestés. Moi, je pensais que le Nord Caraïbe, on était tranquille, mais en fait, vous avez la baie de Fort-de-France qui a du chlordécone, ça remonte, et vous avez, je ne sais plus quelle rivière, qui part du Mont-Neurouge et qui descend à... Voilà, qui descend à Saint-Pierre, pareil, il y a du chlordécone. Donc ça s'est rabattu jusqu'à Bellefontaine. Donc en dehors du sud, de l'extrême sud, là, du côté de Sainte-Anne, Anse d'Arlay et tout, là oui, il n'y a pas de chlordécone. C'est vrai que c'est difficile. Par contre, les gros poissons, vous avez tous ceux qui sont pêchés, si vous voulez, sur les DPC, là, loin des côtes. Vous avez le marlin, vous avez le thon et puis vous avez la dorade. Parce que les poissons, comme dit chez nous, poissons pas ni l'aliment. Ouais. Les poissons, ils viennent dans la mangrove petit, ils naissent à 20 et gros, ils partent pour tous. En fait. Tous les poissons, c'est comme ça, c'est leur procédé. Oui, c'est bien, oui. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que chemin faisant, ils se débarrassent du taux de chlordécone qu'il y a dans leur... Ah bah, s'ils n'en ont pas sur leur trajet, comme nous, hein, comme nous, si vous partez vivre 4 ans en France, il n'y a plus de chlordécone dans votre sang. Ah bah oui. Le chlordécone qu'on a actuellement, ce n'est pas celui qu'on avait quand on était petit, qu'on traînait dans les bananes. C'est un chlordécone qu'on s'est intoxiqué. Sinon, spontanément, il part en 3-4 ans. Ça, c'est peut-être avec Josiane, vous allez pouvoir voir ça. En gros, c'est ça. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport aux oméga 3, parce que je vous dis ça, c'est très important. Vous avez vu aussi pourquoi. Les fibres végétales, c'est les légumes verts. Pourquoi est-ce que les gens ne mangent plus de légumes verts actuellement? Moi, je vois, quand vous allez au restaurant, en général, il y a une entrée. Et souvent, il y a des crudités, même s'il y a du boudin ou du crabe, il y a toujours de la laitue, il y a des tomates, des choses comme ça. Et puis, quand vous mangez du poisson ou de la viande, même s'il y a des féculents, il y a quand même un peu de légumes verts. Actuellement, non. C'est 50% de sucre, 50% de protéines animales. C'est-à-dire que quand vous mangez haricots rouges, riz, poisson, voilà. Donc ça, c'est pas bien. Et c'est pas bien pour plusieurs raisons. Quand vous mangez haricots rouges, riz, poisson, 3 heures après, vous êtes en hypoglycémie. Pourquoi? Parce que le sucre dans le sang, il a diminué. Il y a plus de... C'est les légumes verts qui permettent de ralentir la dégradation des aliments et de retenir, de faire en sorte que le sucre reste dans votre sang pendant 6 ou 7 heures, le temps qu'il faut entre 2 repas. Un repas, c'est quoi?
une petite assiette à dessert dans laquelle vous allez mettre une crudité. Ça peut être une tomate. Vous n'avez pas le temps de faire une salade de tomates, c'est pas bien grave. Vous la passez sous l'eau, vous la mangez à la croque. Ça peut être une carotte, ça peut être des concombres, ça peut être du chou. Il faut des crudités. Et là, on attaque le plat de résistance. Le plat de résistance, on le divise en 3. Ah oui, l'assiette, elle n'est pas extensible à l'infini. Je regrette, hein, c'est pas bien équilibré. Normalement, c'est des parts égales. Hein. Alors, on a mis... C'est pour ça que je l'ai mis ici, tiens. Je vais mettre viande ou poisson parce que je ne veux pas qu'on se fasse de viande, poisson, les œufs. 2 œufs équivalent à 100 g de viande rouge, ça fait 200 g de poisson. Crustacés, donc faites attention aux crustacés. Hein. Il n'y a que le lambi. Le lambi ne concentre pas le chlordécone. Ah bon? Ouais. Quand même. Ah, quand même. Oh là là. Parce qu'il n'a pas de graisse, je pense. Oui, sans doute. C'est cher. Il n'a pas de graisse. Il n'y a pas de graisse. Mais la santé est tellement importante que... Ah ben moi, de toute façon, le lambi, je suis arrivée, je vous dis, il y a 40 ans en Martinique, tous les dimanches, j'avais soit fricassé de lambi, soit fricassé de chartrou. Maintenant, c'est je prends du lambi, mais ça vient de la Jamaïque. Hein, Le chartrou, excusez-moi, le chartrou. Pas pareil, hein. C'est pareil que les crustacés. Hein. On sent aussi. Ah oui. Ah, je pense. On n'a pas d'infos là-dessus. Je sais pas, non, le chartrou, je ne veux pas m'avancer, mais je pense pas. Mais d'une manière générale, les crustacés, c'est vrai qu'il faut éviter. Oui, mais je crois que c'est un nettoyeur. Hein. C'est un nettoyeur aussi. Hein. Pour ça que... Alors, viande, poisson, œufs, crustacés. Là, je mets les féculents. Donc, on a dit, rappelez-vous, les féculents, c'est quoi? C'est les racines, c'est la banane verte, c'est le fruit à pain. C'est aussi les céréales. Donc, on a vu le riz, l'avoine, voilà. Et c'est les légumineuses. Et là, je mets des légumes verts cuits. On a longtemps dit qu'il fallait de la couleur dans l'assiette. Actuellement, on dit qu'il faut un arc-en-ciel dans l'assiette. Pourquoi? Parce que suivant les couleurs, vous avez des vitamines différentes. C'est ça qui est important. Hein? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire carottes Géromo. Il n'y avait pas que carottes. Ah bon. Ouais. Non mais je vous dis ça parce que moi, et là ce qu'a dit Christian tout à l'heure qui est très important, faites-vous doser. Moi j'étais étonnée, j'ai des bêta-carotènes au plafond. Et les bêta-carotènes, chez les fumeurs, ça donne des cancers du poumon. Donc avoir trop de vitamines, c'est pas une bonne chose. Donc moi j'aime beaucoup les carottes, le Géromo, ben j'ai freiné. Hein, parce que suivant la manière dont vous êtes, vous pouvez être beaucoup plus facilement, sécréteur de ces... Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir où on en est. Pareil, moi à force de dire à mes patients de prendre de l'huile de colza, ben, j'en prends trop, donc j'ai mon acide alpha-linolénique qu'il faut le faire. C'est vrai, hein. C'est ça, c'est pas bon non plus. J'ai été obligée de remettre un peu de tournesol. C'est pour ça. Alors, ce qui est pas mal comme huile de cuisson, c'est l'huile de pépins de raisin. Cuisson, pépins de raisin. Ça, c'est pas mal. Hein? Elle n'a pas tellement d'intérêt, l'huile de sésame. Le sésame est intéressant parce qu'il est riche en sélénium, mais il ne faut pas non plus en abuser. Comme tout, hein. Alors, il y a une chose aussi que je fais moi des fois, je mets les légumineuses là, parce que ce sont des protéines, à condition de les associer aux céréales. Là, je vous dis, c'est presque... voilà. Donc c'est pour ça que le soir, on peut faire ça. Légumes verts cuits le soir, ça peut être un potage. Et vous mettez dedans des légumineuses qui seront la protéine, et puis vous allez rajouter, par exemple, des flocons d'avoine, ou bien... Voilà. Ouais. Il est 11h. Et n'oubliez pas, un fruit ou deux par jour. Un fruit ou deux par jour, il ne faut pas non plus en abuser. Ben, les fruits, c'est du fructose, c'est du sucre. Hein. Voilà. Non, c'est-à-dire, c'est pas... Le sélénium, vous le trouvez surtout dans les noix, ou le sésame. Le sésame, vous le trouvez dans les noix de macadamia en particulier. Les noix de macadamia, souvent, les gens qui sont en carence de sélénium, je leur dis de manger 2 ou 3 noix de macadamia par jour. Hein. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il faut qu'on devienne autosuffisant. Hein.
Ah oui. Bah, de toute façon, les centenaires, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. Ils ne vont pas au supermarché, hein. Encore moins dans au McDonald's. Hein. Ils vont... Non, mais ils se nourrissent eux-mêmes. Ils sont debout, ils font leur jardin. Moi, je dis que c'est le fait qu'ils ont bien mangé dans leur jeunesse. Détrompez-vous, c'est pas du tout ça. Ils ne mangent pas beaucoup déjà. C'est frugal comme alimentation. Ils mangent le poisson, il y en a pas mal dans le Nord Caraïbe. Ils mangent le poisson qui était pêché par les pêcheurs là. Ils mangent les légumes du jardin. Et puis le soir, c'est la soupe. Et ils n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Hein. Posez-vous la question, la maladie d'Alzheimer, c'est pas eux. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on fasse... Mais tout à l'heure, là, vous parliez de l'huile de coco. L'huile de coco a sa vertu. Bah, si vous avez suffisamment d'oméga 3 à côté... Mais parce que je vous dis, vous savez ce que c'est, il y a des modes. Il y a une mode noni, il y a une mode d'huile de coco, il y a une mode... Il faut qu'on arrête avec ça. L'excès de nuit, il faut mettre un petit peu de chaque et puis il faut y aller doucement, quoi. Mais je vous dis, moi je me base sur les analyses de mes patients, 95% manquent d'oméga 3. C'est pour ça que j'insiste sur l'huile de colza. Mais je crois qu'il faudrait que vous fassiez une alerte sur le poulet d'Ukraine, là, parce que la problématique c'est que maintenant on mange beaucoup de poulet, on trouve du poulet sur tout. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. À chaque rond-point ils vendent du poulet. Il n'y a que ça. Et les gens mangent, mais il y a un danger inimaginable dans ce poulet. Exactement, exactement. Il faudrait que les gens soient au courant de ce qui se passe, parce que le poulet grillé, ouais, c'est bon, mais attention. Le gros problème, c'est que le poulet il coûte moins cher que la morue. La morue, c'est entre 10 et 12 euros le kilo. Le poulet, c'est 2,50 euros le kilo. Les gens ne se posent pas la question de savoir comment ces poulets sont nourris, où est-ce qu'ils sont nourris. Et surtout, comment ils sont conservés. Comment ils sont nourris, où est-ce qu'ils ont été élevés. Parce que quand on voit qu'un quart de Martinique se trouve sur toutes les routes de la Martinique le samedi et le dimanche à manger des ribs et du poulet, moi je mange une fois par an. J'achète une fois par an ce poulet pour ne pas... Bon, moi je mange du poulet bicyclette régulièrement. Mais ce poulet-là, il a un goût de farine. Moi j'ai acheté ça, même pas il y a 2 semaines. J'ai donné la moitié au chat parce que le poulet, il n'est pas bon. Et même le chat, c'est pas bon pour eux. Pourquoi? Parce que le poulet, il n'est pas bon. Et pourtant, Il n'est pas bon au goût, mais aller à Trinité, aller à côté de Brasserie Lorraine, aller à la montagne, aller au Mont-Rouge, partout, les gens font la queue pour acheter des ribs et pour acheter du poulet grillé, boucané, tout ce que vous voulez, et c'est Il y a au moins dégueulasse. plusieurs problématiques autour de ce poulet-là. Mais je voulais juste apporter une précision par rapport au poids d'Angole, parce qu'il y avait quand même entre 10 et 15 variétés de pois en Martinique. Vous avez le pois lentille, vous avez le pois souche, vous avez le pois 20 000 francs, vous avez le pois yeux noirs, vous avez le pois rose, vous avez le pois blanc. Et ces gens avaient, et tout autour de le jardin, c'est différents pois. Donc ce ne sont pas des pois qui ont besoin énormément d'espace. Vous avez 2 pieds de pois d'Angole, 2 pieds de pois souche blanc, vous avez les pois lentilles. Et les pois lentilles, alors je reviens sur les lentilles, parce que les lentilles que les Français mangent viennent 90% du Canada. Il y a très peu de lentilles du coup. Les lentilles vertes ont des pesticides. Les lentilles du Canada, n'en parlons même pas. Les dernières analyses de l'UFC que choisit au niveau des lentilles, toutes les lentilles sont bourrées de pesticides. Exactement. Toutes les lentilles. Alors, il y a la marque des lentilles du Puy avec le logo Reflet de France. Bon, c'est vrai, ces lentilles, la bio verte, ont un tout petit peu de pesticides. Mais tout le reste, c'est pour cette raison qu'il est préférable de planter vos pois lentilles. Les pois lentilles, vous avez 2 ou 3 pieds de pois lentilles, les bouchons sont comme ça, c'est exactement la même chose. Et vous avez les pois, ça vous les mettez en sèche, vous la mettez dans le congélo. Mais c'est exactement la même chose. Le pois d'Angole, le pois souche blanc, le pois 20 000 francs, le pois yeux noirs, le pois rouge, le pois rose, etc. Et même quand on habite en appartement, Mais oui, tu mets dans un pot. à la cité, Oui, tu peux dans des le pots. mieux c'est de commencer à avoir
avec les voisins si on peut faire des jardins partagés. Voilà, c'est le système, demander aux bailleurs locatifs un contrat, avoir un petit contrat pour pouvoir faire un petit jardin partagé. Et le mettre autant que possible comment on dit ça, en hauteur. Hein? Et puis apporter de la terre, zéro chlordécone dedans. Surtout. Oui, ben, le gros problème du zéro chlordécone, et là je ne sais pas dans quel atelier je vais poser cette question, parce que on a beau avoir une terre qui n'a pas de chlordécone, si vous habitez et en hauteur, il y a eu des bananeraies, il y a eu des plantations où effectivement ils ont utilisé le chlordécone avec les pluies et ça descend. Ça effectivement empoisonne toutes les terres qui sont en dessous. Toutes les terres, moi je suis confrontée à ce problème-là parce que derrière chez moi, enfin à 200 mètres de chez moi, il y a une grosse plantation de bananes. Et j'ai un cousin qui a mis un bœuf sur un terrain où il n'y avait pas de chlordécone. Il a acheté un brahman, il l'a mis sur ce terrain, et il n'y avait pas de chlordécone, pas de banane, rien du tout. C'est un terrain sur lequel les gens plantaient des ignames et tout. Le bœuf est resté 9 mois sur ce terrain, et quand il est arrivé à l'abattoir, chlordéconé. Donc, et toutes les personnes qui sont en deçà de chez moi, qui ont planté des choux, des ignames, de la laitue, des oignons, en pleine terre. Le terrain n'avait pas de chlordécone. Ouais, c'est terrible ça. Mais avec le ruissellement, ça c'est... Moi je suis là contrariée parce que j'avais autour de ma maison, normalement il n'y a pas de chlordécone, et j'avais rapporté de la terre du fin fond de Rivière-les-Arts dans la forêt où c'est sûr il n'y a pas de chlordécone. Et là je me retrouve avec autour de ma maison mon terrain chlordéconé. C'est un problème, hein, c'est un réel problème. Transporter de la terre pour faire mettre ailleurs. Je ne sais pas s'il y a du chlordécone dedans. Alors c'est ça, et ça c'est le gros problème. Et les gens qui vont faire qui élèvent leurs cochons chez eux, mais qui vont chercher de l'herbe grasse un peu partout. Les gens qui ont des bœufs attachés sur un terrain où il n'y a pas de chlordécone. Mais qui vont sur le blanc des routes. Alors là, après, non, mais ça, c'est une chaîne problématique. C'est une chaîne, c'est une grosse problématique. Ah, je sais bien, ouais. On ne sait pas, alors même s'il est interdit mais où prendre de la terre quand on veut planter autour de chez soi. Où? C'est ça. Où il y a l'alternative de remplacer par de la fibre de coco. On peut remplacer la terre par de la tourbe de coco. Voilà. Donc ça c'est aussi un peu problème. Mais moi je voudrais, parce qu'en fait on est pratiquement sûr d'être intoxiqué au chlordécone. C'est très très difficile puisqu'on va au restaurant, tout ça. Mais est-ce qu'en finalité, est-ce qu'il ne faudrait pas booster le système immunitaire? Parce que de toute manière, on arrive Alors, parce que la résultante de la chlordécone, c'est un cancer, c'est ceci, une prostate. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi optimiser le système alors, immunitaire? c'est excellent votre question parce que j'ai oublié de vous dire la chose la plus importante. C'est que le système immunitaire est mis en place, éduqué et entretenu par le microbiote. Tout aussi simple. Donc il faut avoir un bon microbiote. C'est tout. Je veux dire, Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas noté votre nom, ou vous ne l'avez pas dit. Vous êtes madame, le docteur Françoise Douadi. Mais juste une question, comme disait le monsieur, aussi bien le chlordécone est là pour pouvoir nous empoisonner pendant des milliers d'années. Je pense qu'au fur et à mesure des générations, on deviendra résistant à cette molécule-là, puisque l'être humain est censé être... C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Voyez avec Josiane, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Supposez que vous n'attrapiez pas de maladie, vous mourrez vieille. Ben, votre petit-fils peut très bien avoir un cancer de la prostate qui sera dû au chlordécone que vous aviez dans le sang. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, ça saute les générations. On a à l'heure actuelle, d'ailleurs, je vous convie le 30 à venir à l'université. On fait une journée scientifique chlordécone. Il y aura deux intervenants très intéressants. Une intervention
sur le distilbène. Vous avez actuellement des personnes qui ont une schizophrénie, c'est-à-dire une maladie mentale, due au fait que leur grand-mère avait reçu du distilbène pendant sa grossesse pour éviter de faire une fausse couche. C'est ça les perturbateurs endocriniens. Ça saute les générations. Donc ce n'est pas seulement nous, notre peau, si vous voulez, qui actuellement est en jeu, c'est aussi l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et leur état, et ça, c'est très important. Un papy comme ça qui a travaillé dans la banane, et puis il a eu sa fille, Ouais. sa petite fille, et sa petite fille a fait un garçon. Ouais. Donc sa petite fille n'avait rien du tout. Et son fils a eu un cancer dans l'œil. Et quelques années après, elle a détecté qu'elle avait un cancer du sein. Elle est avec nous à Coadep et c'était très difficile pour elle. Donc c'est comme vous disiez que ça saute. C'est pour ça qu'il faut vraiment il faut 0 chlordécone. Et il faut savoir aussi que quand on dit bio, c'est pas forcément sans chlordécone. Hein. Il y a 10% de chlordécone. C'est pour ça que c'est une prise de tête. À l'université à Schellcher.